Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette émission du lundi 10 janvier 2022. On a un marché qui reste toujours et encore baissier. On a un Bitcoin à 41 300 $ approximativement. On a un Ether qui descend un peu plus bas aux alentours des 3 000 $. Donc effectivement, je pense qu'il y a une altcoin dominance plutôt sur une tendance baissière qui s'engage. Donc c'est intéressant à constater, on va regarder cela ensemble. Au programme aujourd'hui, je vais vous passer donc là, maintenant, avant l'introduction, une petite analyse du Bitcoin. On va regarder également l'altcoin dominance. Et ensuite, on va parler de la blockchain Terra, de Terra Luna, donc qui sont situés sur le classement des capitalisations, donc 11e. On va parler de leur stablecoin qui est l'UST. On va voir comment tout cela fonctionne. C'est assez intéressant. Parce que l'engouement qu'il y a sur cette blockchain est tout simplement énorme. Au mois de décembre, donc très récemment, le protocole de Terra a surpassé la Binance Smart Chain avec, regardez là sur la Binance Smart Chain, 14,75 milliards de dollars bloqués, alors que sur Terra, nous sommes à 16,58 avec un graphique exponentiel avec entre le 11 décembre et ici le 27 décembre, un passage de 12 milliards de dollars bloqués à 20 milliards sur Terra Luna. Et on terminera cette émission par un projet qui a été lancé justement sur cette blockchain, qui est la blockchain de Terra, qui est très intéressant, sur lequel je vais m'en servir d'exemple pour vous montrer comment ça marche, puisque Terra Luna n'utilise pas MetaMask, mais c'est une autre application qui s'appelle Terra Station, sur laquelle je vais faire ce petit tutoriel explicatif. Allez, c'est parti, pensez à l'abonnement, au like, moi j'enchaîne avec le Bitcoin pour débuter, sur lequel nous avons un graphique qui effectivement nous indique quelque chose d'assez bearish. Malgré le fait que nous ayons fait un nouvel ATH ici au mois de novembre, on voit qu'on a une jolie jambe baissière qui s'est déclenchée juste après, avec un retour en ce moment, regardez, en dessous des 41 000 $. Donc on a le chiffre psychologique des 40 000 qui peut jouer son rôle de support. Mais la chose un petit peu décourageante ici, on va dire en tout cas sur du court terme, est que nous avons cassé cette ligne de tendance, donc qui est à l'écran, matérialisée par ces deux points de touche précédentes, que nous avons cassé par le bas, donc hier soir, lors de la clôture de la bougie hebdomadaire de la semaine dernière, à cet endroit-là, aux alentours des 41 900. On a clôturé sur le niveau des 42 000 approximativement. On continue du coup cette poursuite en ce lundi avec un début de journée, là, moi il est 14h quand je commence à enregistrer cette émission, nous sommes sur les 40 900, mais effectivement avec cette cassure on pourrait s'attendre potentiellement à une poursuite baissière qui pourrait se produire. On reste tout de même sur des niveaux de support intéressants et donc revendre toutes ces cryptos là maintenant, c'est peut-être pas une super bonne affaire. Malgré le fait qu'on visualise cette cassure, il est probablement pas super intéressant de sortir du marché intégralement maintenant. Après des performances, regardez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, environ 9 semaines, donc environ 2 mois et demi, le Bitcoin a perdu ici 39% de sa valeur, c'est probablement pas le meilleur moment de sortir. Quand on a une baisse de 39, 40, 50%, généralement derrière on peut toujours imaginer des petites reprises, des petites vagues haussières avant une poursuite baissière si vraiment c'est la fin du bull run. Donc revendre maintenant c'est probablement pas la meilleure idée. Si vous pensez que le bull run est terminé, il sera peut-être plus intéressant de revendre sur des niveaux supérieurs avec un M qui pourrait se dessiner. Parce que je le rappelle, on est toujours sur un nouveau sommet ici au mois de novembre. Donc aucun signal bearish sur le long terme encore sur le Bitcoin. Ça va prendre beaucoup plus de temps à se dessiner. Je reste pour ma part toujours sur un scénario bullish, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait aller chercher à nouveau un dernier sommet sur le Bitcoin, notamment suite à la visualisation de l'indice Stock to Flow, l'indicateur Stock to Flow que l'on a pu passer sur la chaîne de nombreuses fois. Malgré tout, on n'est jamais sûr de rien, on le sait, et donc il faut rester très prudent sur les marchés. Ici, si on récupère toute cette hausse, on voit qu'on n'est pas revenu chercher cette zone de rechargement. C'est la zone que j'ai matérialisée en jaune ici, située entre les 17 000 et les 27 000 $. Est-ce que nous allons venir la chercher par la suite? C'est quelque chose d'envisageable. C'est pas forcément le scénario que je privilégie, c'est-à-dire que si, donc là on peut maintenant se la positionner un peu plus précisément, parce que nous avons fait là, j'ai positionné cette zone suite au premier ATH qui a eu lieu au mois de mai. Maintenant il y a eu un nouvel ATH au mois de novembre, donc vous voyez que désormais je peux la modifier en conséquence, cette zone de rechargement sur du long terme ici, que je situe cette fois-ci à cet endroit-là, entre les 28 900 $ et les 18 000 $. Je vais en profiter pour vous indiquer mon plan, ma stratégie personnelle pour les mois qui viennent. Ça reste personnel, ça reste ma stratégie, à vous de tirer vos propres conclusions et d'établir vos propres stratégies bien sûr, mais ça m'empêche pas de vous expliquer la mienne. Alors je vais partir sur le principe de deux scénarios. Le premier serait un scénario où le Bitcoin s'arrête dans cette zone de prix, c'est-à-dire que là le cours ne descende pas plus bas
que ici les 28 000 dollars s'arrêtent par exemple aux 32 000 pour ensuite monter. Ça pourrait s'arrêter avant, etc. Ça c'est mon scénario 1, ça voudrait dire que voilà, le cours du Bitcoin s'arrête avant les 61,8 de Fibo. Je vais vous parler de ce premier scénario et le second. Et le second scénario, bah vous l'avez compris, ça serait si le cours du Bitcoin chute jusqu'à cette zone de rechargement et s'arrête à cet endroit-là. C'est selon moi les deux scénarios les plus probables. Il est selon moi très peu probable, voire quasiment impossible, que le Bitcoin chute d'un coup sec pour revenir sur par exemple les 13 000 ou les 10 000 dollars sans avoir fait de rebond. C'est-à-dire que là on passe de 67 000 à 10 000 qu'avec des bougies rouges. Ça c'est un scénario qui est très peu probable. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas l'expliquer ici. Ou plutôt, je ne vais pas l'envisager. Je dirais que voilà, au niveau des probabilités, peut-être qu'elle est inférieure à 1% pour que ça se produise, puisque bah, vous le savez, les marchés ne montent pas d'un coup, et de la même façon, ne descendent pas d'un coup. Ça se fait par vague. Pour la montée, ça se fait également par vague pour la descente. Donc même si on devait revenir sur les 10 000 dollars, j'ose espérer qu'à un moment donné, on aura peut-être quelque chose comme ceci. Bon là j'ai fait n'importe quoi à l'écran, mais c'était simplement pour vous expliquer. Donc je vais partir simplement sur ces deux scénarios. Alors, pour le premier, j'estime que sinon on ne revient pas jusqu'à cette zone de rechargement, il est encore possible que cette dernière vague haussière puisse se produire. Avec, pourquoi pas, notre objectif que l'on visualise ici depuis le tout début de la chaîne, le tout début du bull run, des 80 à 90 000 dollars. Ça serait pour moi la zone optimale sur laquelle je vendrais 80% de mes crypto-monnaies. Au moins 50% on va dire de mes crypto-monnaies. J'ai pas forcément encore pris la décision exacte, mais ce qui est sûr, c'est qu'à cet endroit-là, je me paye, si jamais on y va. Donc ça, c'est le premier scénario. Et il faut savoir qu'il y a quand même de nombreux supports qui pourraient arrêter le cours finalement avant cette zone de rechargement. Je vais essayer de vous les montrer à l'écran. Pour ça, je vais supprimer ces lignes que j'ai tracées ici, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ces lignes de support. On va prendre ceci. Il y a tout d'abord, regardez, ces corps de chandelle qui sont matérialisés à la fois à cet endroit-là et à cet endroit-là. Alors c'est pas exactement précis, mais on voit que ça c'est un niveau de support intéressant aux alentours des 38 000, 39 000 dollars. Le Bitcoin pourrait s'arrêter sur ces niveaux de prix avant une poursuite haussière, pourquoi pas. Il y a également, si on reprend tout simplement un Fibo qui récupère cette dernière hausse, je vais supprimer l'autre Fibo pour pas que ce soit trop brouillon, on a également cette zone-ci. Donc là, les 37 500 dollars qui correspondent aux 78,6 de Fibo, qui finalement sont quasiment similaires au support précédent. Ça reste selon moi des zones de prix très intéressantes sur lesquelles le Bitcoin pourrait réellement s'arrêter avant une poursuite, puisque nous sommes dans la zone de rechargement de cette dernière hausse qui est matérialisée avec ce rectangle que je vais vous tracer à l'écran, à cet endroit-là. Voilà. Ça, cette zone verte, c'est une zone de support très pertinente selon moi pour une poursuite. Et enfin, la dernière zone ultime, on va dire, de support est matérialisée ici. Pourquoi ici ? Parce que de façon très simple, on a ces deux corps de chandelle-ci et ces deux corps de chandelle-là qui pourraient stopper le cours avant que l'on revienne dans cette zone de rechargement à cet endroit-là. Donc on a cette zone étendue qui pourrait faire office de support, et si une de ces zones joue bien son rôle de support, eh bien je tenterai le coup de garder mes cryptos jusqu'à ce niveau des 80 à 90 000. Il y a un autre élément que je n'ai pas cité depuis le début de ces deux scénarios que je suis en train d'expliquer, c'est la temporalité. Effectivement, vous le savez, ceux qui me suivent, mais à partir du mois de mai 2022, si le Bitcoin n'a toujours pas fait de nouveaux sommets, si on est toujours sur des zones hésitantes, je risque également de sortir du marché. C'est la troisième condition. Parce que vous le savez, le Bitcoin, depuis sa création en 2009, suit des cycles de temporalité très précis. On voit qu'il vient chercher des sommets, et c'est des cycles de 4 ans avec les halvings, etc. Et donc, il y a un moment donné, sur la temporalité, ça va plus coller. Et si ça colle plus, moi, je préfère ne pas prendre de risques et sortir également du marché. Donc c'est la troisième condition que je ne vais pas forcément détailler ici, mais c'était simplement pour quand même vous la mentionner. Alors, le scénario numéro 2, admettons que le Bitcoin vienne chercher cette zone de prix et donc vienne s'établir ici et que derrière il y ait effectivement ce rebond. Ce que là je ferai, moi, ce sera que effectivement je ne vais pas attendre la zone de prix des 85 à 90 000, je vais plutôt me positionner un Fibo comme ceci en fonction du niveau sur lequel on va descendre, et à ce moment-là, j'essaierai de prendre des paliers de revente sur des bougies vertes, puisqu'on essaye toujours de revendre sur des bougies vertes, vous le savez, c'est toujours mieux de procéder de cette façon et beaucoup moins risqué de façon générale. On essaye de vendre quand on est sur des bougies vertes et d'acheter plutôt sur des bougies rouges. Donc là on est plutôt dans des zones d'achat. J'ai beau dire qu'on a cassé cette trendline, qu'on peut revenir par ici, on se situe clairement sur des jolies zones d'achat
actuellement. Donc là, si ce scénario numéro 2 se produit, j'essaierai de prendre mes profits de façon optimum, on va dire, entre les 51 000 et les 59 000, qui représentent cette fois-ci la zone de rechargement, donc inversée, puisque là j'ai repris un Fibo qui récupère toute la baisse, ici, à cet endroit-là, dans ce rectangle vert que je viens de dessiner à l'écran, avec peut-être plusieurs paliers, si je vois qu'au niveau de la temporalité on est plutôt sur la fin, etc., peut-être que sur les 38,2 je commencerai à prendre des profits, 61,8 également, 78,6 également. Si derrière je me trompe et que ça va plus haut, je regretterai pas d'avoir pris ces décisions. Ça aurait été vraiment par rapport à la temporalité, par rapport au fait qu'on vienne casser tous les supports ici, voilà. Mais après on peut toujours se tromper, on le sait, malgré tout il faut toujours établir des plans et prendre des décisions, et je vous montre ce que moi je ferai sur le marché en fonction de ce qui va se produire. Je précise également que sur ces paliers de revente, là par exemple je pourrais revendre 10%, ici peut-être 30% de ce que j'ai, ici 30% également, donc j'arriverai peut-être à 70% de mes cryptos revendus, mais j'en garderai quand même peut-être 20 ou 30% au cas où, si finalement ça continue de grimper. Quoi qu'il arrive, je serai en gain par rapport à mon investissement de départ qui se situait par ici, si ce scénario se produit, même si ce scénario bearish se produit, j'essaierai de sortir, comme je le dis, en gain, tout en gardant quand même des cryptos au cas où, puisque on n'est jamais sûr de ce qu'il va se passer sur le marché. Et je pense que c'est le maître mot ici, c'est de ne pas être trop confiant et d'être conscient qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. D'avoir finalement l'humilité de dire « je n'ai aucune idée de l'évolution du cours dans les prochains jours ou les prochaines semaines ». Si j'ai des amis, même si c'est mon meilleur pote qui m'appelle pour me dire oui, toi t'es youtubeur, qu'est-ce que tu penses du marché, tu dois avoir une idée concrète de ce qui va se passer, je lui répondrai que j'en ai aucune idée, et la seule chose que je pourrais lui dire c'est nous sommes plutôt sur des niveaux de support ou nous sommes plutôt sur des niveaux de résistance, c'est probablement un bon moment pour acheter, tout en utilisant le mot probablement parce qu'en fait je n'en ai aucune idée, et là où je pourrais également dire c'est probablement un super niveau pour revendre. Là on a un Crypto Fear and Greed sur les 23, on est en dessous des 50, on est dans une zone d'extrême peur. Si jamais le Bitcoin continue à chuter, comme on le voit à l'écran, on a l'impression que ça va être le cas. En tout cas, on pourrait avoir le Crypto Fear qui redescend en dessous des 15, des 10, et à ce moment-là, on pourra encore plus appuyer le fait que c'est un bon niveau pour acheter. Effectivement, et lorsqu'on sera sur l'euphorie, si ça se reproduit dans les prochains mois, on pourra dire l'inverse. Allez, j'ai beaucoup parlé sur le Bitcoin, c'était pas du tout prévu avec tout ce que j'ai à dire encore par la suite, c'est pas grave, la vidéo sera peut-être un petit peu longue. J'enchaîne avec l'altcoin dominance. Ici, on regarde ça à l'écran. On est sur une mèche d'excès de la semaine dernière qui nous avait mis le doute, je l'avais dit d'ailleurs en vidéo, je l'avais dit peut-être que si là on clôture à la fin de la semaine au-dessus de cette ligne, on aura probablement quelque chose d'énorme qui pourrait se produire sur les altcoins, etc. Vous voyez, la semaine s'est clôturée au-dessous de la ligne, un peu comme on a pu l'imaginer quand on a regardé un peu le cours ces derniers jours, vendredi, jeudi dernier, on a vu effectivement que là on était plutôt sur un retour, donc ce point a bien joué son rôle de résistance, la mèche d'excès a également eu lieu comme les deux fois précédentes, regardez, mèche d'excès ici, mèche d'excès ici, on revient, on réintègre le canal, et là on est probablement parti, je dis probablement parce que vous le savez, je n'en ai aucune idée, sur un scénario qui nous ramènerait probablement sur cette zone, ce niveau de prix, avec un cours qui pourrait descendre, donc des altcoins qui perdent par rapport au Bitcoin, 15%, c'est parfaitement envisageable dans les semaines qui viennent. Avant, pourquoi pas, d'essayer d'aller jouer un nouveau sommet, une cassure du canal par le haut, par la suite. Mais on reste très très haut sur l'altcoin dominance. Les altcoins ont surperformé le Bitcoin cette dernière année. On est quasiment sur l'ancien sommet de 2018. On n'a pas encore fait d'ATH. Et c'est assez étonnant, d'ailleurs, ça me paraît vraiment pas logique de dire que le bull run est terminé avec une altcoin dominance qui ne fait même pas de nouveau sommet alors qu'on est complètement dans l'euphorie, que le Bitcoin n'a pas une utilité vraiment énorme par rapport à d'autres crypto-monnaies. Les frais sur le Bitcoin sont très élevés, son utilité est assez réduite, ça peut juste jouer finalement un rôle de réserve de valeur, alors que derrière on a plein de blockchains, de crypto-monnaies qui sont associées à des protocoles qui permettent de faire des smart contracts, qui permettent d'avoir des frais réduits sur des blockchains, d'imaginer des systèmes de paiement alternatifs, etc. Donc avec des capitalisations bien plus faibles que le Bitcoin qui pourrait évoluer à l'avenir. Voir une altcoin dominance qui reste en dessous de ce niveau de 2018, finalement me semble un scénario assez peu probable, et j'ose imaginer quand même que ce bull run n'est pas fini et qu'on aura cette dernière vague sur l'altcoin dominance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse.
Avant d'enchaîner avec la suite, je vous montre un petit outil que je vous partage sur la chaîne. Donc si vous avez plein de crypto-monnaies différentes sur plein de plateformes, en fait cet outil il vous sera très utile parce que vous allez savoir où vous en êtes, combien d'argent vous avez au total. Ça va comparer ça avec votre investissement de départ pour vous donner vos gains, votre ROI, etc. Vous allez même pouvoir connaître vos plus-values associées finalement à la vente de vos cryptos. Voilà, ça c'est tout ce que le tableau fait. Et en fait, il va fonctionner de la façon suivante. Vous allez avoir un onglet où vous allez mettre vos cryptos. Leur prix est récupéré en temps réel sur le marché, actualisé à moins de 3 minutes. Par exemple, ici, je vais mettre Engine. Voilà, je marque simplement les 3 premières lettres de la crypto que je souhaite rajouter. Automatiquement, son prix s'affiche en dollars et en euros. Vous allez mettre toutes vos crypto-monnaies ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur cet onglet, vous allez voir toutes vos crypto-monnaies apparaître automatiquement. Regardez, Engine, il vient d'apparaître également. Je vous allez dire, bah voilà, par exemple, j'en ai 20 sur cette plateforme-là, j'en ai 30 sur cette plateforme-là, etc. Grosso modo, en fait, l'idée, c'est que vous vous connectiez sur chacune de vos plateformes et que vous inscriviez les soldes. Vous allez par exemple vous connecter à Binance ici et vous allez dire, voilà, j'ai tout ça sur Binance, je regarde, je jongle entre le tableau et Binance et je indique tout ce que j'ai. Je vais ensuite sur Coinbase, pareil, je jongle et j'indique tout ce que j'ai. Ledger, par exemple, ça peut être MetaMask, n'importe quoi, vous changez les chiffres par vos plateformes. Et puis ensuite, vous allez avoir des données intéressantes comme ben, voilà, la possession de chacune de vos cryptos, la valeur en dollars, la valeur en euros et les pourcentages que ça représente par rapport à votre portefeuille. Et ça va comparer tout ce que vous avez comme crypto avec ce que vous avez investi pour vous donner les données que je vous indiquais tout à l'heure. Avec, vous voyez, même des graphiques qui représentent la répartition de vos cryptos, la répartition de vos cryptos par rapport au stablecoin, par exemple, la répartition de l'argent que vous avez sur chacune des plateformes. Là, par exemple, il y aurait sur la plateforme 1, 28 000 $, la plateforme 2, etc., etc. Vous savez combien vous avez sur chacune d'entre elles. Et la possibilité, excusez-moi, sur cet onglet, d'aller mettre les achats et les ventes. Vous allez dire, tel jour, j'ai acheté 100 € de crypto, donc vous allez le mettre ici. Dès que vous faites des transactions par rapport à l'euro, vous allez l'inscrire sur cet onglet. Ce qui va vous permettre de connaître, donc si vous faites des ventes par exemple, vous allez récupérer 2000 €, vous sortez du marché, vous vendez des cryptos pour récupérer 2000 €, vous allez indiquer la valeur de votre portefeuille au moment de la session, donc là c'est écrit ici en haut à gauche 27 014, et bien en fait avec ces données là, donc le montant que vous récupérez et la valeur du portefeuille au moment du retrait, ça vous calcule la plus-value. Et ça c'est une aide pour vous pour préparer vos déclarations d'imposition. Moi évidemment je vous conseille de faire des transactions par rapport à l'euro que quand vous sortez du marché, sinon utilisez les stablecoins, ça vous évitera d'avoir 50 000 lignes sur votre fiche d'imposition. Voilà. Donc pour obtenir ce tableau, vous allez aller sous l'émission du jour, vous allez cliquer sur le plus ici ou sur le titre tout simplement, et vous allez avoir un lien qui vous amène sur le site de Cryptorganize pour effectuer une donation pour obtenir ce tableau, cet outil d'investissement. Je continue avec la suite, je vais vous passer l'introduction à 15 minutes, c'est pas logique mais c'est pas grave, et ensuite on va enchaîner avec la blockchain de Terra Luna, l'explication et le projet final que je veux vous présenter qui est très intéressant. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va parler de la blockchain de Terra Luna, effectivement, la numéro 2 désormais sur la DeFi, numéro 2 après simplement le réseau d'Ether, donc on est sur quelque chose d'énorme finalement, qui n'est pas utilisé par beaucoup de personnes, je pense en France en tout cas, puisque, en tout cas pour ma part et pour la plupart des gens qui sont autour de moi, MetaMask est quand même beaucoup plus, on va dire, connu et communément utilisé. Malgré tout, les choses pourraient changer en tout cas, puisque avec cette blockchain qui est utilisée sur TerraStation, regardez je l'ouvre ici en haut à droite sur le navigateur, on est sur quelque chose qui ressemble réellement vraiment à MetaMask. Vous allez simplement pouvoir ajouter un token en mettant son adresse, vous allez pouvoir faire des swaps de la même façon sur TerraSwap par exemple, donc c'est assez proche et donc très simple si vous connaissez déjà MetaMask. Alors avant de vous parler des protocoles qui font le succès de cette blockchain, je vais vous parler rapidement de Terraform Labs. Voilà, c'est la société sud-coréenne qui est à l'origine de ce projet blockchain, cofondé par un monsieur qui s'appelle Do Kwon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beau y avoir des sociétés derrière les projets, ce qui est assez normal, hein. C'est comme tout dans la vie, hein. Si vous voulez lancer quelque chose et que vous avez de l'argent, vous allez créer une société, embaucher des développeurs, les payer pour pouvoir réaliser votre projet beaucoup plus rapidement que si vous deviez le faire seul dans votre coin, de votre côté, un petit peu à l'image de Satoshi Nakamoto qui lui en revanche a fait ça de façon anonyme, bénévole et tout seul de son côté, vous voyez. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, il faut bien le comprendre. La blockchain en elle-même reste décentralisée. Si la société n'existe plus, la blockchain existera toujours, malgré tout. S'il n'y a plus de développeurs derrière qui travaillent dessus, si la roadmap n'est pas respectée pour X raisons, peut-être que l'engouement derrière sera moindre et qu'effectivement elle sera vouée finalement à l'échec, hein, cette blockchain.
Et pour Terra Luna, il y a eu environ 30 à 40 millions, je crois que c'était 35 millions, je l'avais lu sur un article, donc de dollars qui ont été levés pour pouvoir justement lancer ce projet. Vous imaginez bien qu'il y a 15 ans, c'était compliqué de lever 35 millions de dollars pour lancer un projet blockchain, sachant que la blockchain n'existait pas encore, ou voilà, s'il y avait un visionnaire qui avait voulu le faire, il aurait probablement eu du mal à avoir des investisseurs derrière pour simplement le permettre d'accélérer son projet. Aujourd'hui, c'est possible en fait, et c'est pour ça que beaucoup le font. C'est ce qu'il faut comprendre. La première chose à savoir, c'est que Terra Luna a été développé sur la machine virtuelle de Cosmos. Donc c'est donc de cette façon finalement que ces deux blockchains sont liés et par conséquence logique, lorsque l'on a vu au mois de décembre une augmentation énorme du nombre de dollars bloqués sur l'écosystème Terra Luna, eh bien on a également le prix du token Atom Cosmos qui a multiplié sa valeur par 2, qui est passé donc de 20 dollars début décembre à, regardez ici, fin décembre 2021, début janvier 2022, un prix de 45 dollars pour Atom Cosmos. L'idée générale derrière ce projet de Terra Luna était d'avoir un stablecoin qui n'était pas backé par le dollar et qui malgré tout valait toujours 1 dollar. Donc comment maintenir finalement un stablecoin toujours à 1 dollar sans qu'il soit directement adossé à un vrai dollar? Et bien c'est le problème qu'ils ont réussi à résoudre grâce au token Luna. Voilà. Donc ça je vais expliquer comment ça fonctionne. Il faut savoir que c'est pas les premiers à avoir fait ce genre de système. Il y avait le DAI qui avait un système à peu près similaire. Mais aujourd'hui, on a un UST qui a une capitalisation de 10 milliards, donc supérieur au DAI. C'est la raison pour laquelle on va s'intéresser à cette dernière. L'UST, finalement, c'est le stablecoin qui n'est pas centralisé et qui a la plus forte capitalisation du marché crypto. C'est ce qu'il faut retenir. Il y en a 3 devant l'UST, il y a 3 stablecoins qui sont plus capitalisés. C'est l'USDT, qui est donc effectivement centralisé, le BUSD et l'USDC, qui sont également, eux, adossés à des vrais dollars. Alors pour expliquer de façon la plus simple possible finalement la différence entre les stablecoins qui sont centralisés et décentralisés, je vais faire le lien avec, comparer l'USDT avec l'UST. Pour commencer, l'USDT, tout d'abord, il faut savoir que, il y a le protocole qui va ajuster la quantité de tokens USDT en fonction finalement du prix de l'USDT. Si le prix de l'USDT monte et flambe trop vite, ils vont en imprimer pour le réguler, le faire revenir sur le prix des 1 dollar. Si le prix de l'USDT est inférieur à 1 dollar, ils vont brûler des tokens pour finalement faire l'effet inverse et augmenter son prix. C'est comme ça que ça marche. Et ils promettent, voilà, c'est une société qui s'appelle Tether, je sais pas comment, qui y promettent avoir exactement la même quantité d'USDT que la quantité de dollars qu'ils auraient dans leur coffre, ou n'importe quelle monnaie fiat ou actif, de bourse plus traditionnelle, etc. Ils doivent promettre ça, sauf qu'il n'y a aucune façon pour nous de le vérifier, donc il faut plutôt leur faire confiance, et il y a un manque de transparence. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un stablecoin centralisé. Et maintenant, donc, l'avantage du stablecoin décentralisé est qu'il n'est pas du tout adossé à de vrais dollars et que donc il ne pourra pas être régulé de la même façon que l'USDT, que le BUSD, etc. Donc, si jamais les différents États décident de réguler les stablecoins, ils auront du mal finalement à le faire pour les tokens décentralisés. Et par conséquent, ça pourrait devenir un des tokens mères qui pourrait passer numéro 1 sur les stablecoins, notamment s'il y a ces lois qui passent sur les régulations des stablecoins. Voilà. Donc, c'est un peu là-dessus que le projet s'est fait, c'était pour résoudre ce problème lié aux régulations, et on voit que c'est plutôt bien accueilli par les investisseurs puisque sa capitalisation augmente chaque mois. L'UST, regardez, vaut 10 milliards aujourd'hui en capitalisation, alors qu'il était qu'à 1 milliard il y a encore quelques temps, et tous les mois il y a 350, 400, 500, 600 millions de dollars qui entrent dans ce token. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui arrivent sur le marché et qui vont aller miner de l'UST. Et ça me permet d'enchaîner justement sur comment ça fonctionne. Comment est-ce que l'UST est créé, quel est le lien avec le token Luna. Et je vais aller sur ce petit document que j'ai réalisé tout à l'heure pour essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment ça fonctionne. Alors il y a 2 façons d'obtenir de l'UST. La première, c'est de le miner, c'est-à-dire que des nouveaux tokens vont être créés. La seconde, c'est de l'acheter à quelqu'un d'autre qui a déjà des tokens, qui lui peut-être les aura minés. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Alors si vous décidez de miner des tokens UST, le processus qu'il va falloir faire, c'est que vous allez devoir brûler des Luna pour miner un UST. Donc pour avoir un UST, il faut brûler 1 dollar de Luna.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sera toujours $1, un vrai dollar. C'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer le prix du Luna grâce aux oracles, donc par rapport au dollar, et ils vont vous dire que voilà, pour $1 de Luna, vous allez avoir un UST. Même si l'UST vaut un peu plus qu'$1 ou un peu moins, c'est pas grave, et bien c'est comme ça que ça marche. Ça se fait sur le site TerraStation, et ça se fait sur le Market Swap. Je suis dessus, je vous montre TerraStation, et ici il faut cliquer sur Market, voilà. Votre wallet doit être connecté, moi c'est le cas en haut, ça y est, j'ai connecté mon wallet TerraStation, c'est juste une extension Google, hein, comme pour MetaMask. Et puis là, tout simplement, vous allez indiquer la quantité de Luna que vous voulez brûler. Donc là, vous allez par exemple, admettons, je vais brûler 2 Luna, et en contrepartie, je vais obtenir, par rapport au prix qui est récupéré de l'oracle, attendez, je sais pas pourquoi il me remet à chaque fois sur l'autre truc, voilà, le prix de l'oracle c'est 1 Luna est égal à 67,87$, bien automatiquement ils vont me donner la somme correspondante. Et en faisant ça, vous allez diminuer l'offre en circulation de tokens Luna, il y aura moins de tokens Luna en circulation et plus de tokens UST. Et ce qui est intéressant, j'avais trouvé ce petit site qui répertorie chaque jour, vous voyez, le nombre de tokens Luna, donc le total supply qui va changer. Et donc, vu qu'en ce moment il y a une sorte d'engouement tout de même sur cette blockchain et qu'effectivement de nombreux UST sont minés et créés chaque jour, et bien par exemple, regardez, simplement sur la journée d'aujourd'hui, il y a 600 792 Luna en moins qui ont été brûlés parce qu'il y a des gens qui ont miné de l'UST. Et vous pouvez avoir cette donnée sur tous les précédents jours. Vous voyez, des fois, le chiffre est positif. Quand le chiffre est positif, ça veut dire que ça a plutôt été l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le processus inverse. C'est-à-dire que là, moi, je vous montrais comment faire pour miner des UST. Mais vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire transformer les UST que vous avez pour les brûler. Vous allez brûler vos UST pour créer et miner des Luna. Vous pouvez faire le processus inverse. Du coup, vous comprenez pourquoi, des fois, on peut avoir un total supply de Luna qui augmente et qui ne diminue pas. Alors j'espère avoir été clair du coup sur mon explication, mais vous avez bien compris que du coup si beaucoup de monde mine de l'UST chaque jour, eh bien le supply, enfin la quantité de tokens Luna diminue également chaque jour, donc c'est la raison pour laquelle son prix augmente. Donc que vous ayez de l'UST ou du Luna, vous participez à l'augmentation de son cours de toute façon. Raison pour laquelle on a eu des performances extrêmes ces dernières semaines avec un marché qui stagnait. C'est parce que beaucoup de personnes se sont réfugiées sur l'UST. Vous voyez? Donc c'est marrant de voir en fait que ce token, du coup le token Luna, peut prendre de la valeur dans un marché baissier parce que les gens peuvent se réfugier sur le stablecoin et donc miner de l'UST. En tout cas c'est un peu la conclusion que j'en ai tirée, mais je suis pas sûr non plus à 100% de ce que j'avance, mais c'est l'impression et la sensation que j'ai sur ce token. Voilà, donc ça peut être intéressant d'en avoir un peu également pour diversifier, mais c'est pas le sujet de l'émission du jour, on ira voir son graphique, son prix a pas mal retracé d'ailleurs aujourd'hui même, et donc on va aller voir probablement les prochains jours un petit peu comment ça se présente. Son prix reste élevé, mais peut-être qu'il y aura des paliers d'achat intéressants à voir sur ce token qui est donc le Luna. Je vais finir du coup avec mon explication là, parce que je dérive un petit peu. On va aller voir quelque chose. Comment est-ce que le prix du coup de l'UST peut toujours être à 1$? Comment ça se passe? Comment c'est possible en fait? C'est peut-être ça que je n'ai pas encore expliqué. Bien, je vais vous l'expliquer ici. C'est grâce à l'arbitrage. Et en fait, on peut faire de l'arbitrage, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous allez brûler un Luna pour obtenir des UST, vous allez toujours le faire par rapport à la valeur du Luna au vrai dollar, par rapport à l'oracle. Ça veut dire que si on a donc deux scénarios, on va commencer par le premier, on a un UST qui est inférieur à $1, moi j'ai exagéré pour l'exemple, donc un UST qui est égal à donc 50 centimes de $, eh bien vous allez pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Admettons que vous ayez des UST déjà en votre possession, eh bien vous allez pouvoir faire de l'arbitrage. Comment ça se passe? Eh bien vous allez brûler 70 UST pour miner un Luna, puisque là, ça va récupérer grâce à l'oracle le prix du Luna qui vaut 70$, et donc même si un UST vaut 0,5$, ils vont quand même vous passer un Luna pour 70 UST, c'est ça le principe du protocole. À ce moment-là, grâce à votre Luna, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Vous allez pouvoir l'échanger contre 140 UST. Donc vous étiez au départ avec 70 UST, vous avez désormais 140 UST. Donc vous avez gagné 70 UST. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est que sur les marchés, vous avez acheté, et donc le fait d'acheter des UST, vous allez mettre un ordre d'achat et vous n'allez pas être le seul à le faire, il y a plein de monde qui vont faire la même chose que vous parce que c'est rentable, et du coup par conséquence il va y avoir une sorte, imaginez sur l'order book des achats et des ventes, il va y avoir une grosse pression acheteuse et automatiquement ça va naturellement remonter le prix pour tendre vers les 1$.
Et si jamais c'est l'inverse qui se produit et que donc un UST est supérieur à 1 dollar, pareil pour l'exemple, j'ai exagéré, j'ai fait la même chose, hein, un UST, admettons que ça vaut 2 dollars, qu'effectivement le prix de l'UST finalement a flambé jusqu'au prix des 2 dollars et qu'un Luna lui vaut toujours 70 dollars. Donc un Luna ça vaut 35 UST, par conséquent c'est logique tout ça. Et là ça va être exactement l'inverse, admettons que vous ayez des Luna, vous allez pouvoir grâce donc au protocole, hein, de la même façon, vu que le prix de l'Oracle c'est 70 dollars, brûler un Luna pour obtenir 70 UST. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, sur les marchés, vous allez vendre du coup vos UST contre 2 Luna. Donc là, vous allez établir une pression vendeuse et donc vous allez à nouveau faire réduire. Donc, si tout le monde fait comme vous, bien sûr, le prix va réduire rapidement pour revenir vers les 1 dollar. C'est comme ça que le prix se stabilise sur ce niveau-là. Voilà comment le stablecoin UST fonctionne. Il est décentralisé, il est complètement autonome en fonction voilà, des gens qui viennent, qui partent, qui échangent, qui minent et qui brûlent automatiquement leurs UST et leurs Luna. Il est transparent, vous pouvez voir sur la blockchain comment ça se passe, ce qui se passe, etc. Il n'est pas adossé à de vrais dollars, il n'est pas soumis aux régulations et donc il trouve ici tout son intérêt de cette façon-là. Je vais finir cette émission, il me reste encore du temps pour vous parler d'un projet qui s'appelle Luni. Ils ont un tokenomics associé à ce token qui est vraiment formidable et c'est la raison pour laquelle j'en ai acquis une petite quantité et je vais en acheter avec vous pour vous montrer, ça me permettra de faire la jonction avec TerraSwap et vous montrer comment ça marche TerraStation pour pouvoir utiliser cette blockchain. Alors ce qu'il faut savoir c'est que donc ça va être une sorte de jeu play to earn en tout cas pour commencer et derrière ils vont se développer dans de nombreuses choses différentes. Vous avez, donc je vais vous mettre le lien de cette page, vous allez pouvoir jeter un œil au white paper où ils expliquent très bien leur tokenomics. Je vous mets également le lien de leur Telegram, hein, n'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir les dernières news. Moi j'ai hâte d'essayer leur jeu, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit parce que je trouve ça plutôt intéressant et j'ai l'impression que le token a une perspective de hausse assez intéressante, raison pour laquelle j'en ai acquis. Regardez, si on regarde son graphe, hein, on m'en a parlé, en fait c'est un peu dommage de vous en parler que maintenant parce que ça fait à peu près 2-3 semaines qu'on m'en parle et effectivement en fait cette dernière semaine, regardez, je suis sur 14 jours, donc il est passé de 25, donc il a fait x10 en fait finalement déjà. Donc peut-être que attendre un petit retracement pour en acquérir serait pertinent, mais c'est vrai que voilà, il a fait que performer malgré un marché baissier. Et moi, effectivement, j'ai pu en acquérir sur des prix assez intéressants. Et pour vous, peut-être que une petite analyse s'impose. Hein. J'ai peut-être pas forcément le temps aujourd'hui avec tout ce que j'ai raconté de vous la faire, mais le support entre les 20 et les 15 ici semble très pertinent. Donc à voir un petit peu si là on casse et qu'on confirme ce M. Je pense qu'acheter du Luni ici aux alentours des 0,0015 dollars semble vraiment pertinent. Malgré tout, je vais quand même en acheter 15-20 dollars avec vous là, histoire de vous montrer TerraStation et son fonctionnement. Alors, je vais aller sur TerraSwap. C'est là-dessus que tout va se passer. Donc TerraSwap, tac. Donc je vais dessus, tac. Donc je suis sur le bon site. Vous allez créer un compte TerraStation. Donc là, en fait, vous allez ajouter l'extension sur votre navigateur. C'est exactement comme MetaMask. Vous allez probablement sécuriser avec des mots. Ou alors vous connectez avec votre Ledger, hein, vous avez le choix. Donc ici, je vais échanger moi personnellement des UST contre ici des Luni. Donc vous pouvez vérifier l'adresse, hein. Vous allez sur le site officiel de Luni, vous avez l'adresse à cet endroit-là qui termine par NPY7. Vous vérifiez que ça corresponde bien, que vous ne faites pas avoir, vous achetez bien le bon token, hein, c'est le plus important finalement. Derrière, moi je vais aller acheter donc 15 dollars, admettons, de Luni. On va voir un petit peu les frais qu'il y a sur cette blockchain, hein, ça me permet de regarder cela. Regardez, il y a 30 centimes de frais approximativement, donc ça correspond à peu près aux frais de la Binance Smart Chain, vous voyez, sur Terra Luna. Donc voilà, ceci étant fait, je vais cliquer sur le petit bouton Swap, tout simplement. Derrière, ça devrait m'ouvrir voilà, la page exactement comme sur MetaMask, hein, je vous le descends ici, pour que vous puissiez le voir en entier. Je clique sur Post. Voilà, et la transaction est en train de se faire. Alors moi c'est sur la Ledger, donc j'espère que ça va fonctionner. Ça me demande la confirmation sur la Ledger que vous ne voyez pas bien sûr. Hop, ça m'indique les frais. Et donc là j'approuve sur la Ledger la transaction. Voilà, c'est bon. Donc on va voir si ça fonctionne. Le temps que ça prend, etc. Parce que j'ai déjà utilisé cette blockchain mais très peu souvent. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. On a récupéré du coup nos 6900 Luni, et donc si on regarde les soldes, eh bien on va voir maintenant voilà, qu'il y a 106 000 Luni et les UST en moins. J'en ai fini avec l'émission du jour, j'espère que ça vous a plu, hein. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens qu'il vous faut ici
pour l'ONI en dessous si ça vous intéresse. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à activer la petite cloche également, excusez-moi, pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde.